Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Après les marches pour le climat, descendrons-nous dans la rue pour défendre notre eau douce? Il y a pourtant des signes inquiétants montrant plus que jamais la fragilité de notre or bleu. Pollution, algues bleues, perte des milieux humides et changements climatiques malmènent cette ressource. Le Canada, nous le savons, figure parmi les bien nantis avec 7% de l'eau douce renouvelable mondiale. C'est 3% pour le Québec. Et les grands lacs partagés entre les États-Unis et le Canada constituent la plus grande superficie d'eau douce de notre planète. Il y a près de 10 ans, le 11 juin 2009, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau afin de renforcer leur protection. Cette loi confirme qu'il s'agit d'un patrimoine de la collectivité et que l'État en est le gardien au bénéfice des générations actuelles et futures. Cela passe sans doute par l'éducation et la sensibilisation aux questions de l'eau et d'ailleurs le Musée montréalais de l'environnement, la biosphère, en a fait sa mission. L'avenir de cet établissement s'annonce d'ailleurs fortement compromis car son bail de location se termine en décembre prochain et personne ne sait encore s'il sera renouvelé. La ville de Montréal fait actuellement pression sur le gouvernement fédéral pour garder ce musée ouvert. Lors d'un récent conseil municipal, les élus montréalais ont d'ailleurs adopté à l'unanimité la motion d'Ensemble Montréal qui va dans ce sens. La métropole est devenue récemment une communauté bleue le 22 mars dernier lors de la Journée mondiale de l'eau. Elle a rejoint d'autres municipalités qui s'engagent en faveur de la protection de l'eau. Depuis quelques années, de nombreux citoyens et associations se mobilisent pour défendre cette ressource collective. Aquaforum, une association qui vise la protection de l'eau douce en stimulant l'entrepreneuriat, vient de lancer le défi Aqua Hacking. Ce 5e défi appelle les étudiants universitaires canadiens à trouver des solutions de technologie propre pour le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. C'est le temps de parler de l'eau et de ses enjeux et de l'importance de sensibiliser les citoyens à la préservation de cette ressource indispensable à la vie. Restez là. Pour parler des enjeux de l'eau, d'éco-citoyenneté, mais aussi de l'avenir de la biosphère, le Musée montréalais de l'environnement et de l'eau, je suis en compagnie de Martine Chatelain, porte-parole pour Eau Secours, la coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau, conseillère et conférencière en éducation et sensibilisation à l'eau. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Alex Sicard, chargé de programme et de développement d'Aqua Hacking. Il possède une maîtrise en gestion intégrée des ressources en eau de l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. Bonjour tous les deux. Nous entendons beaucoup parler du climat dans les médias, moins en ce moment des enjeux de l'eau. Pourtant, ce sont des dossiers reliés, n'est-ce pas, Madame Chatelain? Oui, tout à fait, parce que quand on parle de problèmes de changement climatique, automatiquement, on parle aussi d'inondations, de sécheresse, de fonte des glaciers, donc des problématiques d'eau qui vont être sérieuses dans les prochaines années. Et comme tout est relié, puis que malheureusement l'eau c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas remplacer et dont on a besoin pour vivre, on va en entendre parler certainement d'ici les prochaines années. Est-ce que ça préoccupe la jeune génération, Monsieur Sicard? Ça préoccupe énormément les jeunes et je pense maintenant de plus en plus toute la société en général. On le voit beaucoup avec les marches pour le climat, mais aussi avec beaucoup d'interventions au niveau de l'eau, au niveau des Nations Unies, etc. et des mouvements portés par les jeunes. Nous, j'ai l'occasion de le voir avec Aqua Hacking, avec un nombre croissant d'enregistrements de participants, d'étudiants de différentes universités au Québec, en Ontario, qui veulent s'occuper des ressources en eau du Canada, en tout cas. Quels sont on va commencer assez large, quels sont les enjeux actuels qui touchent cette ressource? À l'échelle peut-être de la planète, mais surtout du Québec, du Canada, des États-Unis, Madame Chatelain. En ce moment, il y a plusieurs enjeux, entre autres la préservation de nos sources d'eau potable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention, particulièrement aux endroits où il y en a beaucoup, comme au Canada. On n'est pas du tout conscient de l'importance de préserver nos sources d'eau potable. Alors, il y a un enjeu de conservation. Il y a aussi un enjeu de privatisation. C'est qu'en ce moment, il y a des compagnies qui ont vu le potentiel que ça allait pouvoir avoir et ils sont déjà entrés. Il y a 11 lobbyistes d'eau embouteillée juste à Québec. Il y
il y a des compagnies multinationales qui sont déjà sur le territoire. Si vous buvez de l'eau Aquafina, ben vous buvez de l'eau transmise par Pepsi-Cola, mais c'est de l'eau de l'aqueduc de Montréal. Alors, on a déjà ces compagnies-là sur le territoire. Donc, un enjeu de privatisation et de à qui appartient l'eau, qui va être un très grand enjeu. Et tout l'enjeu aussi de notre gestion de l'eau. Ici, au Québec, c'est de la gestion municipale, mais il faut comprendre que les lois sont faites par Québec et par Ottawa. Donc, il y a une espèce de mélange. Qui doit s'occuper de ce bien public-là et comment on doit le gérer? Et ça, je crois que ça va être un grand enjeu. On entend parler souvent de la qualité de l'eau, surtout négativement. On dit « Oh non, on n'a pas une eau de bonne qualité ». Est-ce que c'est vrai ou... Il faut faire attention si on parle de l'eau potable, donc l'eau municipale qui arrive à nos robinets, ou alors l'eau qu'on renvoie dans le Saint-Laurent, par exemple depuis Montréal une fois qu'on l'a utilisée, ou l'eau qui est déjà dans l'environnement en ce moment. L'eau potable au Canada et au Québec en tout cas est de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas de souci à se faire de ce niveau-là. Au niveau de l'eau qu'on renvoie dans le Saint-Laurent, c'est un des enjeux qu'on a vu souvent ressortir en 2018 et aussi en 2017. Débordement d'égouts, surtout pour les aqueducs combinés, là où l'eau de pluie et les rejets d'eau de maison se mélangent. Et après, il y a aussi l'état donc de l'eau dans l'environnement même, qui peut aussi donc être impacté par nos rejets, mais aussi par d'autres activités industrielles et d'activités de tourisme par exemple, ou de pêche sur les plages. Généralement, l'eau est quand même de bonne qualité au Canada, mais on l'a vu dans les rapports de WWF par exemple sur les bassins versants du Canadien. On a beaucoup de bassins versants qui sont en train de se dégrader, donc c'est maintenant qu'il faut agir pour garder l'eau de bonne qualité comme elle est. Oui, il y a un petit niveau d'alerte. Madame Chatelain, l'eau est au cœur de vos préoccupations, d'où votre implication au sein d'Eau Secours. Grâce à votre organisme, Montréal est devenu une communauté bleue, une initiative conjointe du projet Planète Bleue du syndicat canadien de la fonction publique et du Conseil des Canadiens, donc appuyé par votre organisme. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté bleue? Une communauté bleue, c'est un programme qui s'est mis en place il y a quelques années. Ça a été mis en place par le Conseil des Canadiens. Je sais pas si on peut rappeler des choses comme la ville de Détroit qui a manqué d'eau à un moment donné et qui a chargé des prix faramineux pour l'eau. Donc les populations pauvres de la ville de Détroit n'avaient plus les moyens de payer l'eau et ils ont coupé l'eau. Alors c'était tout alentour du droit à l'eau. Qui a droit à l'eau et de ces questions-là à l'ONU. Il y avait à ce moment-là Maude Barlow qui représentait le Canada pour le droit à l'eau, mais c'était sous le gouvernement Harper. Alors, le gouvernement Harper faisait un lobby pour ne pas reconnaître le droit à l'eau, alors que sa représentante travaillait très fort pour faire inclure le droit à l'eau, qui ne l'était pas. Faut comprendre que c'est un droit qui semble fondamental, mais ça fait très peu de temps que c'est reconnu par les Nations Unies comme un droit universel. Alors, ça a commencé comme ça. Donc, on demande aux villes, aux municipalités, mais aussi ça peut être, on a reconnu à la Journée mondiale de l'eau l'Université McGill, on est très fiers de ça. Ça peut être une école, ça peut être une communauté religieuse. Alors, communauté n'est pas simplement une ville, mais on a visé surtout les villes. Alors, ça demande trois choses. Qu'une ville reconnaisse le droit à l'eau, c'est-à-dire ne puisse plus couper l'eau à des gens parce que le droit est reconnu. Ça demande à une ville de garder l'eau sous le contrôle des élus, c'est-à-dire sous contrôle public, et de ne pas la vendre à des multinationales, à des grandes compagnies privées, pour avoir un contrôle citoyen et d'élus sur la ressource. Et ça demande d'interdire l'eau embouteillée, ce qui semble logique, parce qu'une ville est un fournisseur d'eau, alors il ne devrait pas utiliser d'eau embouteillée, c'est en contradiction avec ce qu'ils produisent. Alors d'interdire la vente d'eau embouteillée dans les arénas, par exemple, les bibliothèques, l'hôtel de ville, et dans les événements publics extérieurs menés par la ville. Et on est très heureux parce que ce programme-là était surtout au niveau du Canada anglais. Alors, il y avait Vancouver Nord, il y avait Victoria, Niagara Falls, qui sont devenus des communautés bleues. Et ce programme-là a beaucoup plu aux Européens parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus aux prises avec la privatisation que nous. Alors, la ville de Paris, la ville de Berne, beaucoup de villes en Suisse d'ailleurs, la ville
de Berlin et la ville de Thessalonique en Grèce, par exemple, sont devenues des communautés bleues, mais on n'en avait pas beaucoup au Québec. On avait seulement Amqui, qui était devenue la première communauté bleue à cause d'un élu municipal très convaincu de la chose. Et cette année, on a mis une emphase à Au Secours et on était très contents de la réception. Je crois qu'on est mûr pour une réflexion sur la gestion de l'eau parce que depuis qu'on a mis ça sur pied, la ville de Danville en Estrie, la ville de Trois-Rivières, la ville de Montréal, la ville de Rivière-du-Loup, qui est une ville qui est très proactive au niveau de l'eau, sont devenues des communautés bleues et on en attend plusieurs parce qu'on a des bénévoles un peu partout dans la province qui sont en train d'aller convaincre des conseils municipaux de le faire et ils sont fiers. Il y a entre autres la ville de Nicolette que j'ai oublié, dont la mairesse a pris ça au sens large. Elle a convaincu l'école de police de Nicolette, une compagnie privée et 2 écoles de devenir aussi des communautés bleues en même temps que la ville, donc d'avoir les mêmes objectifs de réduction de bouteilles d'eau et de reconnaissance du droit à l'eau et de l'eau publique. Monsieur Sicard, vous êtes chargé de programme et développement donc du défi Aquahacking. Expliquez-nous l'importance d'interpeller les étudiants pour qu'ils s'intéressent à l'eau et à ses problèmes. Alors nous, on approche beaucoup les étudiants parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de savoir au niveau des technologies et on pense qu'il y a beaucoup des problèmes liés à l'eau qui peuvent être changés grâce aux nouvelles technologies, notamment tout ce qui est gestion de données, dont on a énormément besoin au Canada. Il y a beaucoup de bassins versants au Canada qui n'ont pas suffisamment de données pour qu'on puisse connaître et évaluer leur qualité et voir si justement ces qualités sont en train de s'améliorer ou de se dégrader. Donc ça c'est pour une échelle nationale, mais aussi plus particulièrement pour conscientiser aussi les étudiants. On a remarqué qu'il y a énormément de programmes au niveau du gouvernement dans le monde qui approchent les jeunes, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est en formant les nouvelles générations et en formant une conscience de l'eau très jeune qu'on peut s'assurer qu'ils l'auront toute leur vie et qu'ils la transmettront eux aussi aux générations futures. Donc si on arrive à avoir un groupe de jeunes qui est déjà très convaincu de l'importance de préserver la qualité de l'eau, on peut s'assurer que dans le futur ce groupe grandira et que la qualité de l'eau au Canada sera préservée par ce mouvement de groupe justement. Oui, une masse critique, mais est-ce que vous interpellez juste les ingénieurs, les futurs ingénieurs ou les futurs informaticiens ou plus largement que ça? Alors on interpelle les jeunes au sens large, principalement les étudiants mais aussi les jeunes professionnels. Par Aquahacking, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on les incite à créer des solutions aux enjeux de l'eau. Donc on a un partenariat avec des organismes, des acteurs de l'eau autour des bassins versants qui peuvent être des ONG ou alors des municipalités ou des compagnies privées qui ont des problèmes liés à l'eau, qui le savent et qui se portent garants d'intégrer les solutions développées dans Aquahacking dans leurs activités de tous les jours. Donc les équipes qui vont participer à Aquahacking et qui vont gagner Aquahacking peuvent développer une solution et ensuite la transformer en entreprise. Pour la diffuser au plus grand nombre d'organismes possibles qui ont ces problèmes liés à l'eau. Donc cette année, par exemple, c'est l'enjeu des microplastiques dans l'eau, l'enjeu des lingettes qui bloquent nos systèmes d'épuration des eaux et toutes les pompes d'eau dans les usines de traitement d'eau. Il y en a aussi, c'est aussi lié au sel de route qui va dans les cours d'eau et qui détruit l'infrastructure, mais aussi qui est extrêmement nocif pour les organismes qui vivent dans l'écosystème aquatique. Et du coup, donc, pour créer ces solutions-là, il nous faut des jeunes qui soient spécialisés dans des domaines très différents. Donc certains qui sont ingénieurs, d'autres qui sont informaticiens, mais aussi d'autres qui sont très forts en affaires, et d'autres aussi qui sont forts pour comprendre les enjeux sociétaux liés à l'eau et les enjeux environnementaux. Donc c'est une très grande portion des jeunes aujourd'hui avec qui on discute. Et c'est en formant des équipes multidisciplinaires comme ça qu'on arrive à s'assurer que les solutions sont de très bonne qualité. Il y a aujourd'hui 75% des solutions développées par Aquahacking qui sont encore en activité. Et c'est parce que justement on a ces équipes multidisciplinaires de jeunes qui sont convaincus de l'importance de l'eau et qui portent ce projet-là. Souvent la solution n'est qu'aussi bonne que l'équipe qui la tient. Et donc c'est pour ça qu'on s'approche des jeunes de tous les milieux. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. J'ai entendu parler d'une application
pour trouver les fontaines ou les abreuvoirs par le téléphone cellulaire, une application qui pourrait intéresser d'ailleurs la ville de Montréal. C'est une demande de la ville de Montréal. Donc comme je disais, on travaille avec des municipalités, beaucoup avec des municipalités autour des bassins versants. La ville de Montréal en est une. La ville de Montréal avait déjà participé à Quacking en 2016. Donc c'est un de nos grands soutiens de la ville, un de nos grands partenaires effectivement. Et donc cette année, ils cherchent à avoir une application qui pourrait recenser toutes les bornes de fontaines d'eau dans la ville de Montréal, les rendre plus disponibles au public, aider le public aussi à ce que le public aide la ville à les maintenir en bon état de fonctionnement. Donc dès qu'il y a un bruit de fontaine d'eau ou une fuite par exemple, on pourrait le signaler à travers cette application-là. C'est aussi pour encourager les Montréalais à être de plus dehors, donc avoir des parcours sportifs qui va de borne d'eau en borne d'eau. Donc comme ça les gens évitent d'avoir une bouteille d'eau en plastique avec eux. Donc on réduit les déchets plastiques et la pollution avec des plastiques. Je parlais des enjeux de microplastiques. Les microplastiques viennent des plastiques qui sont plus gros de façon générale et qui se dégradent soit sur la plage soit directement dans l'eau en plus fines particules. Et du coup donc ça c'est une demande de la ville, mais aussi c'est joint avec l'Appel, qui est l'organisme qui s'occupe du lac Saint-Charles. C'est ça, qui est le lac qui est la prise d'eau de la ville de Québec. Donc c'est une application qui est vouée à s'étendre aussi à la ville de Québec plus tard, mais aussi qui doit être aussi disponible pour toutes les autres villes au Canada. On l'espère dans le futur, et comme ça, justement, ça pourrait aussi peut-être les aider à devenir des communautés bleues en réduisant les bouteilles en plastique et en augmentant l'accès aux bornes d'eau. Et idéalement, ils veulent que des magasins, des restaurants se joignent à ce réseau de bornes d'eau différentes. Et du coup aussi, ça pourrait stimuler l'accès des Montréalais dans ces magasins-là. Pourquoi, Madame Chatelain, pourquoi les jeunes doivent aussi se préoccuper de la préservation de l'eau? Pourquoi l'éducation, la sensibilisation à l'eau, c'est important? C'est important parce que c'est vital. Alors, il y a très peu de choses dans nos vies qui sont absolument nécessaires. Il y a l'air et l'eau et nos sols pour les terres agricoles et l'énergie du soleil, mais l'énergie en général. Alors, l'eau, c'est vital. Donc, il faut absolument s'en préoccuper, surtout parce que la population mondiale va augmenter. Alors, comme la population mondiale va augmenter, on va avoir des besoins de plus en plus grands en nourriture. Donc, on sait que 70% de l'eau sert à faire pousser la nourriture qu'on va manger et boire, tout simplement parce que avec les changements climatiques, on prévoit des inondations, des sécheresses qui vont créer des problématiques au niveau de l'eau. Donc c'est pas une matière accessoire, c'est vital. Et malheureusement, l'éducation à l'environnement, l'éducation à l'éco-citoyenneté ne se fait pas. Bon, ça se fait par Aquacking, ça se fait par Au Secours, mais pourquoi ça se fait pas dans nos programmes scolaires? Actuellement, nos programmes scolaires ont un grand vide au niveau de l'éducation à l'environnement, et il y a une coalition en ce moment qui s'appelle la coalition 3E, éducation, environnement et éco-citoyenneté, qui a demandé au ministère de mettre en place un programme qui partirait aussi jeune que les CPE, les garderies, jusqu'à l'université, pour que dans tous les programmes, il y ait une conscience des choses essentielles à la vie. Il y a l'école, mais il y a aussi l'éducation informelle qui est le musée. Donc parlons peut-être un petit peu de l'importance de sauvegarder ou de garder ce musée de l'environnement qui s'intéresse à l'eau, la biosphère. Pourquoi c'est important de le garder? Les gens connaissent la biosphère comme l'ancien la boule. Non, mais ils connaissent la boule de l'Expo 67. D'abord, c'est un endroit magnifique. C'est un endroit qui est près du fleuve. C'est un endroit qui amène les gens sur l'île Sainte-Hélène, parce que maintenant, on a moins d'occasion d'aller sur l'île Sainte-Hélène. Alors, qui est un endroit magnifique et qui permet de voir le fleuve. Quand on est en haut de la biosphère, on a une vue sur le fleuve et sur la ville de Montréal qui est extraordinaire. Déjà, c'est un lieu patrimonial. Mais plus que ça, c'est le seul musée de l'environnement en Amérique du Nord. Il faut le faire avec tous les défis des changements climatiques. C'est le seul endroit où on peut apprendre des choses. Moi, j'ai été professeure dans une ancienne vie, enseignante à la maternelle 5 ans, et on amenait les petits. C'était un musée extraordinaire, interactif, où on pouvait fabriquer des écluses, se peser sur une balance qui calculait notre poids en eau, avoir une carte interactive du Saint-Laurent et faire allumer des lumières à tous les endroits intéressants. C'était extraordinaire pour les enfants de pouvoir se promener là-dedans, et pour les adultes qui les accompagnaient, l'occasion d'apprendre plein de choses sur l'eau qu'on ne sait pas en tant qu'adulte. Et
c'est des occasions d'apprendre. Et il y avait toute une bibliothèque aussi. On pouvait demander à la biosphère, ils avaient des ressources extraordinaires au niveau bibliographie sur l'eau. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu où il y avait beaucoup de savoir, puis de savoir accessible. Les animations étaient extraordinaires, les animations par les animateurs. Et moi, je trouve ça très triste qu'on perde un joyau comme ça. Et je pense que la population devrait se mobiliser beaucoup plus pour garder une institution comme ça. Je ne conçois pas que ça puisse disparaître du paysage montréalais. Je me dis, bon, il y a quelque chose à la Ville de Montréal qu'on pourrait faire, quelque chose au gouvernement du Québec, parce que c'est fédéral. Mais je crois que tous les gouvernements devraient s'impliquer dans la sauvegarde d'un musée unique en son genre qui est ici à Montréal. Oui, ça ramène à l'importance d'être conscient des problèmes et que les élus s'en préoccupent. La place des municipalités dans la résolution des problèmes, est-ce que les municipalités participent à votre événement, votre défi? Oui, donc tous les ans, on a des municipalités qui nous soumettent des enjeux liés à l'eau. Elles sont extrêmement affectées par les conditions de l'eau qu'on voit en ce moment. Si on parle seulement de la ville de Montréal, par exemple, le pont Champlain qui est en train d'être fait, les dommages qui ont été causés au pont Champlain, c'est majoritairement dû au sel de route qu'on épand en beaucoup trop grande quantité. Normalement, il faut 30 grammes de sel d'épandage par mètre carré. On en a environ 500 grammes par mètre carré. Dans les meilleurs cas, pour être sûr de circuler en hiver. Exactement. Mais est-ce que c'est un problème de perception? On ne sait pas exactement ce qu'il faut, et puis on a peur des enjeux légaux si quelqu'un tombe à côté d'un magasin à cause du fait qu'il n'y ait pas assez de sel. Du coup, les gens en mettent trop. Le pont Champlain, il va coûter plus de 4 milliards de dollars à la ville de Montréal pour être refait. Donc les villes sont extrêmement intéressées à ce niveau-là. On parlait aussi tout à l'heure en privé de l'enjeu du front salé qui est en train de monter dans le Saint-Laurent, qui pourrait impacter la ville de Québec dans pas très longtemps. On a été aussi en partenariat avec la ville d'Ottawa et de Gatineau quand Aquaking a été lancé en 2015 par rapport aux enjeux des déversements d'égouts par exemple. Et cette année, donc on a majoritairement les enjeux de l'infrastructure. Donc on est en partenaire avec l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ce sont nos grands partenaires qui fournissent des outils aux villes pour s'occuper des enjeux de l'eau et des changements climatiques. C'est la voix de plus de 100 maires autour du Grand Lac et du Saint-Laurent, au niveau canadien et au niveau américain aussi, qui justement nous demandent chaque année de développer des outils pour les aider au niveau des prévisions des dommages d'infrastructures, les dommages pour les maisons, les habitations privées. C'est environ 45 000 $ de moyenne pour réparer un sous-sol qui a été inondé. Et ça, en plus, ça va avec les prix d'assurance qui augmentent chaque année, qui sont liés à ça. Il y a des impacts de la santé aussi. On voit une grande augmentation des inondations au Canada. La ville de Chatham-Kent a déclaré 2 états d'urgence en 2 ans. Ça, c'était 2018 et 2019, donc cette année déjà, alors qu'on est à peine dans l'année 2019. Donc, un des enjeux qu'on a aussi cette année avec Aquaking, c'est comment aider les villes à se préparer au changement climatique et notamment à l'augmentation de la fréquence des inondations. Et donc, c'est surtout sur ces points-là qu'on travaille avec les villes. Je vous remercie beaucoup. Ça fait beaucoup de choses que les municipalités doivent s'occuper, finalement. Donc, on était en compagnie d'Alex Sicard, chargé de programme et de développement à Aquaking, et de Martine Châtelain, porte-parole pour Au Secours, la coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonjour, je m'appelle Caroline Sanchez-Valero, je suis la vice-présidente des projets stratégiques et des relations gouvernementales chez Réseau Environnement. Réseau Environnement est un organisme associatif. On est le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. On agit comme catalyseur de solutions dans plusieurs secteurs et notamment dans l'eau, les matières résiduelles, la décontamination de sol, les changements climatiques et la biodiversité. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'économie d'eau, un sujet très important au Québec. La planète, comme vous le savez, est couverte d'eau à 70%. Pourtant, une infime portion de cette eau est réellement disponible et est consommable en fait. 97% de l'eau de la planète est salée, vous le savez, c'est les océans, donc non consommable. Et le 3% restant, parmi ce 3%-là, seulement un tiers est accessible facilement, le reste étant bloqué dans les glaciers.
Alors, au Québec, on est très chanceux. Avec nos dizaines de milliers de rivières, nos plus de 3 millions de plans d'eau, nous possédons collectivement 3% des réserves d'eau douce renouvelables de la planète. Et près de 40% de ces ressources-là se concentrent dans le bassin hydrogéographique du Saint-Laurent. Donc, nous avons beaucoup d'eau et en plus, elle est facilement accessible. Alors, évidemment, personne ne boit l'eau du Saint-Laurent. Celle-ci doit être traitée à des fins de consommation dans les usines d'eau potable, ce qui entraîne évidemment des coûts. Il faut plusieurs millions, voire quelques milliards pour construire et mettre en opération une usine de traitement de l'eau potable, selon la taille de la population à desservir. Il y a aussi les coûts de fonctionnement, évidemment, et d'entretien par la suite. Dans une période de changement climatique, autre sujet dont on parle beaucoup en environnement, on sait que les quantités d'eau disponibles vont être affectées. Le réchauffement des températures, on parle de 1 ou 2 degrés annoncés d'ici 2050, aura pour effet de réduire la quantité d'eau lacustre et fluviale dans certaines régions arides de 40 à 70%. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec les années, le débit de nos rivières est donc appelé à diminuer ou du moins à varier, ce qui mettra un peu en péril notre accès à l'eau. Ça arrive d'ailleurs déjà au Québec tous les étés où il y a des avis de limite d'arrosage qui sont en vigueur pour pas aggraver les niveaux d'eau qui sont déjà jugés trop bas dans certains fleuves, dans certaines rivières. Donc l'eau est une ressource très abondante mais très rare à la fois parce que il y a des coûts pour la rendre consommable à la population et encore une fois elle est sujette au changement climatique. Il est donc important de l'économiser au quotidien. C'est un débat essentiel au Québec car nous sommes parmi les plus grands consommateurs d'eau. Ainsi, un Québécois consomme en moyenne 260 litres d'eau par jour alors que ce chiffre est de 40 litres en moyenne dans le monde. Ce mauvais usage est principalement dû à la perception d'abondance qu'on a de la ressource dans notre région. C'est pourquoi d'ailleurs des organisations comme celle de Réseau Environnement sensibilisent depuis de nombreuses années la population à l'économie d'eau. Cette sensibilisation se fait en collaboration avec le gouvernement du Québec et plus particulièrement le ministère qui s'occupe de ce sujet-là est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a mis en place une stratégie d'économie d'eau potable qui est destinée aux municipalités. Il y a plusieurs actions dans cette stratégie qui sont mises en avant et à ce jour, elle a permis de réduire de 29% la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à 2001. Donc, c'est un des objectifs de la stratégie qui a été atteint. Toutefois, un autre de ces objectifs était les pertes d'eau dans les réseaux d'aqueducs et ceux-ci sont encore de 26% de la quantité d'eau distribuée, ce qui est jugé trop important selon le ministère. Donc, pour parvenir aux objectifs de la stratégie d'économie d'eau, une des actions les plus importantes à mettre en œuvre concerne l'installation de compteurs d'eau. En effet, pour mieux économiser, et c'est valable dans plein de sujets, dans plein de domaines, il faut pouvoir mesurer. Quand on mesure la consommation d'eau, on peut avoir un meilleur portrait. On peut départager la consommation résidentielle de la non résidentielle. On peut aussi plus facilement identifier les endroits où il y a des pertes d'eau. Donc, avec ces compteurs d'eau, on peut faire un suivi de la consommation et valider que les actions qui sont portées pour économiser l'eau sont efficaces. Donc, ce type de mesure aboutirait à l'introduction, évidemment, d'une tarification à la consommation. Et ça, c'est le vrai signal pour finalement économiser l'eau parce que quand on touche au portefeuille, on devient automatiquement plus responsable. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis des milliers de candidats qui montent et qui descendent.